Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Alors ce soir, en ce mardi 17 février 2026, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Kayser, que vous connaissez déjà, et Laurent Louis. Tous deux viennent nous présenter un projet politique en Belgique qui s'intitule Révolution, un mouvement politique assez atypique. Donc nous allons en parler durant cette émission en revenant sur le parcours de chacun. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Quelques ouvrages derrière moi pour accompagner à la fois les thématiques de ce soir, mais aussi l'actualité. Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gallardo, La pelote de laine de Mathieu Biasotto, La stratégie du choc de Naomi Klein, avec la partie concernant la pédocriminalité, notamment la pédocratie à la française de Jacques Thomé, mais également Marion Sigaud, Sexologie et mensonges, C19 de Patrick Le Drapier, Victime des vaccins Covid-19 de Pierre Chaillot, ainsi que Hold Up sur la vérité du docteur Charbonnier, et en dessous l'intelligence artificielle de Christophe Tricard, avec Ondes et fréquences de Luc Vervlit. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Laurent Louis ni avec Laurence Kayser. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec Révolution, n'étant encarté nulle part. Je suis apartisan, asyndical, casier judiciaire vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle que je n'appartiens à aucun réseau. Donc je ne suis ni franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit et ne tiens pas à y adhérer. Je garde mon indépendance intellectuelle et financière. Néanmoins, je rappelle que mes invités sont entièrement responsables de leurs propos et de leurs actions. Merci au modérateur d'être présent pour l'émission de ce soir et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Laurence, bonsoir Laurent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, merci d'être présent pour cette émission, sachant que vos emplois du temps respectifs font que nous enregistrons cette émission dans les conditions du direct. Néanmoins, j'ai eu le plaisir de croiser Laurence physiquement parlant à Vierzon il y a environ 2 semaines de cela désormais, dans le cadre des rencontres citoyennes internationales. Et donc, nous avons pu confirmer cette émission de ce soir. Alors, c'est la première fois que je présente un projet, j'allais dire étranger, parce que hors de France, mais de nos voisins belges. Donc l'occasion aussi pour nos auditeurs de mieux comprendre le système politique belge, avec notamment une période que vous avez connue sur l'absence d'un gouvernement, ce qui ferait rêver beaucoup de nos compatriotes français, je pense, par les temps qui courent. Alors, avant d'aborder Révolution, qui est un projet assez atypique, du peu que j'en ai vu, c'est déjà l'occasion de vous présenter à nouveau. Alors Laurence, on se connaît depuis un certain temps maintenant, notamment depuis la période des personnels suspendus. Laurent, je vous suis de loin, de par vos interventions passées, notamment au Parlement belge, assez remarquées. Donc l'occasion pour moi est de mieux vous connaître sur le plan cette fois du fondateur du mouvement Révolution. Donc je vais laisser la parole à Madame Kayser d'abord, pour qu'elle revienne rapidement sur son parcours et surtout sur les raisons de son engagement dans le mouvement Révolution. Donc Laurence, je t'en prie. Oui, alors je me rends compte d'ailleurs que j'aurais dû changer la bannière pour me présenter aujourd'hui, mais je suis rentrée tout Il de n'y a pas de go souci. dans le studio. Donc Pas de souci. effectivement, aujourd'hui, je suis ici en tant que cofondatrice du mouvement Révolution, un mouvement qui a vraiment, qui est arrivé au bon moment, une idée d'un changement, alors que justement, c'est gentil, alors que justement, je prenais conscience de tout ce qui ne va pas en partant de mon point de départ, c'est-à-dire la médecine, et en déroulant cette fameuse pelote de laine du livre juste derrière, pour réaliser qu'en fait, à la manœuvre, il y avait une toute petite poignée de gens extrêmement riches
qui avait décidé, qui avait de fait mis la main sur les richesses, on va dire 90% des richesses du monde, et qui entendaient le gouverner à leur manière, c'est-à-dire de façon non seulement dictatoriale, mais même totalitaire. Alors, pour moi, le totalitarisme, la différence entre ça et la tyrannie, c'est que le totalitarisme va vraiment jusque dans l'intime, et on voit aujourd'hui que on va regarder jusqu'à dans vos assiettes si vous mangez suffisamment d'insectes et si vous n'avez pas un mauvais bilan carbone. On va regarder si vous avez des animaux de compagnie. On va regarder le carnet de vaccination de vos enfants. On va regarder vos frais de déplacement. On va vraiment, même jusque dans les écoles et au pré-gardiennat, pour mettre dans la tête d'enfants des choses qui n'ont pas à y être, sous prétexte, entre autres, de ne pas avoir envie de censurer la pornographie accessible à tous, puisque c'est un secteur extrêmement rentable. Et donc, Laurent, j'ai été amenée à le rencontrer, je ne le connaissais pas du tout. J'ai été amenée à le rencontrer d'abord parce que je me suis intéressée, comme l'économie est aussi malade que l'enseignement, la médecine, la politique et tout le reste, je me suis intéressée à la crypto-monnaie, tout simplement. Je connais rien, mais j'ai découvert que Laurent était un grand connaisseur et aussi un bon enseignant. Donc, il a commencé à m'expliquer un petit peu. Et puis, j'ai compris ce qu'était la technologie blockchain. Je suis pas très affûtée, mais je pense que j'ai compris. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai regardé les émissions qu'il venait de refaire avec notamment notre amie Anne Lallemand en Belgique. Et puis, j'ai regardé les anciennes vidéos et puis voilà, on a discuté et les idées de Laurent ont vraiment complètement percuté les miennes. C'était fluide et donc j'ai dit oui, sans hésiter. Très bien. Alors, on en discutera tout à l'heure, mais te connaissant j'allais dire, de la vie d'avant, de celle de la politique, même si je sais que vous avez tendance, en général, maintenant à dire que vous ne faites pas de politique politicienne, c'est encore un autre débat, mais je te connaissais du monde du personnel suspendu et je te l'ai dit, en toute transparence quand on s'est vu. J'ai été vachement surpris de te voir engagé dans un parti politique ou en tout cas dans un mouvement. Donc c'est l'occasion aussi voilà, de nous expliquer pourquoi, parce que, il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont écœurés par le monde politique. Je fais partie de ces gens-là, à vrai dire. C'est pour ça que j'ai jamais été encarté nulle part, mais c'est intéressant de voir l'autre approche que tu as, puisque toi, tu es en plus du secteur médical qui a été très engagé durant le covid, notamment contre la suspension des personnels soignants, entre autres, et qui a fait beaucoup de pédagogie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mets ton expérience et j'allais dire ton humanisme au service aussi de tes concitoyens. Et donc, je rappelle encore une fois que cette émission concerne essentiellement la Belgique. Bien sûr, elle peut influencer les partis politiques français aussi, mais voilà, on va aborder justement tout à l'heure le chapitre géographique et politique de la Belgique qui est bien différent de la France. Donc, je ne veux pas faire d'amalgame entre les deux pays parce que sur le plan système politique, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde ou en tout cas sur le même système. Alors, je vais laisser la parole à Laurent. Merci Laurent d'être présent pour cette émission, parce que je sais que vous êtes débordé, tout comme Laurence d'ailleurs. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Parce que je sais que vous avez un parcours politique déjà assez riche, de par vos interventions publiques aussi qui ont été assez remarquables et je le dis en toute, impartialité puisque je ne suis pas adhérent à votre parti et c'est vrai que, votre touche un petit peu, entre guillemets «provocatrice» vis-à-vis de vos collègues à l'époque en Belgique, vous a fait connaître du grand public. Donc qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et surtout, quelles sont, vos ambitions à travers Révolution? Mais je suis juste simplement un ancien député qui est arrivé au Parlement et s'est retrouvé au milieu de détraqués et qui, à un moment donné, pour son bien-être psychologique, a dû révéler ce qu'il voyait au quotidien et que les médias ne transmettaient pas lors des informations.
Donc, ce n'est pas de la provocation de ma part, c'est tout simplement un ras-le-bol et une énorme déception. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la politique. J'ai toujours considéré et cru que les responsables politiques étaient là pour faire le bien de la population. Quand je suis arrivé dans ce Parlement, je n'ai certainement pas rencontré l'élite de la nation. J'ai rencontré des pervers, des cocaïnomanes, des maris couche-toi là. Et en fait, on n'est pas du tout au niveau de l'élite de la nation. Le problème, ce sont ces gens qui prennent des décisions pour l'ensemble de la population. Et que donc, si nous vivons dans un monde qui est totalement pourri, c'est tout simplement parce que ceux qui nous dirigent le sont. Et si on ne parvient pas à un moment donné à révéler cette réalité-là, notre société court droit dans le mur. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, en fait, je suis un ancien député, mais je m'estime aussi être un des tout premiers gilets jaunes. Parce qu'en 2011, je réclamais déjà le référendum d'initiative populaire. En 2011, je réclamais déjà la suppression des partis politiques, l'instauration d'une véritable démocratie. En 2011, je dénonçais déjà les méfaits de l'industrie pharmaceutique. Le fait qu'on nous donne des médicaments finalement pour nous rendre malades, pour qu'on continue à faire fonctionner cette industrie et à l'enrichir. Donc, je n'ai attendu personne pour faire ces révélations. Et pour moi, c'était nécessaire de les exprimer. Ça a été très difficile, j'ai été ostracisé. Je suis aujourd'hui un citoyen de seconde zone dans mon pays. J'ai moins de droits en Belgique que des sans-papiers. C'est une réalité. Mais surtout, ce que j'essaye de dénoncer est universel. Et bien sûr, nos pays sont différents. Mais la situation en France est exactement la même qu'en Belgique. Ceux qui nous dirigent ne veulent pas notre bien non plus. Et ce que le mouvement Révolution propose est une idée qui peut être mise en œuvre au niveau mondial. Et pour une fois, il y a des idées qui viennent de la Belgique. Et d'ailleurs, le projet Révolution aurait mérité d'être porté par des Français, je pense. Mais voilà, pour une fois, c'est la Belgique qui est un peu en avance. Comme je vous disais, Laurent, et merci de ces explications. Juste avant de prendre le direct, je dis: «Révolution», c'était le bouquin que Macron a écrit avant d'être président. Alors, espérons que vous ayez l'effet inverse de ce que Macron a promu, d'un point de vue littéraire et d'un point de vue réel. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites sur, l'année 2011 avec, finalement l'anticipation sur la suppression des partis politiques et cetera, puisque ça rejoint un petit peu l'idée du général de Gaulle qui jadis disait qu'il était totalement défavorable au régime des partis et en fait, nous n'avons jamais été autant dans le régime des partis qu'en 2026. On est presque revenu dans un régime parlementaire comme sous la 4e République, je parle de la France. Pour autant, est-ce qu'il y aurait un Laurent Louis en France d'après vous, à l'heure actuelle? Parce que, bien sûr, l'émission est regardée par tous les francophones ce soir et je pense que la question va se poser indubitablement parce que beaucoup, pourraient, être d'accord avec vous sans forcément adhérer au parti, mais se dire: «Oui, en France, est-ce qu'il y a des Laurent Louis qui, peuvent émerger?» Est-ce que vous pensez qu'un Asselineau, qu'un Jean Lassalle, qu'un Florian Philippot ou d'autres pourraient être des Laurent Louis à leur manière? Premièrement, comme je vous disais, c'est vrai que moi je suis belge et je n'ai pas les références des Français. Donc c'est vrai que tout ce qui concerne la Révolution française, avec laquelle on me rabâche souvent les oreilles par rapport aux termes et au nom de notre mouvement, ne me concerne pas. Moi je tiens à mettre en valeur Gardez votre mes identité, bien origines et sûr. mon identité belge. Et donc le livre de Macron ne me concerne pas non plus, bien évidemment, même si je pense qu'il a peut-être mis en œuvre une certaine révolution. À l'envers. Et Oui, à l'envers, exactement, puisque c'est quand même le président le plus détesté de l'histoire de France. Donc, tout à fait. et peut-être qu'il sera aussi, de par ses errements et sa manière de gérer le pays, à la base d'une révolution, si justement des personnalités en France se réveillent. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il existe des Laurent Louis en France? Peut-être qu'il s'ignore. Il faut parfois un déclic pour se lancer dans ce genre d'opération. En tout cas, il ne faut pas avoir euh, une volonté de faire carrière. C'est ce qui me différencie des autres. Je ne fais pas de la politique pour être député. Je ne fais pas de la politique pour faire le maximum de voix. Je ne fais pas la politique pour plaire au plus grand nombre. Je fais de la politique pour porter mes idées. Et ça, c'est le plus important. Malheureusement, dans le monde politique, les hommes et les femmes politiques en général, elles sont là pour développer un parti, faire des voix, avoir de plus en plus d'élus, prendre le pouvoir. Moi, je ne veux pas le pouvoir. Il est clairement indiqué dans le programme du mouvement Révolution que notre objectif, c'est de donner le pouvoir au peuple et de
Absolument. dissoudre le mouvement Révolution une fois que nous avons libéré la population de ces différents jougs, et il y en a plusieurs. Donc, qui pourrait être Donc finalement, un Révolution serait une partenaire forme. qui pourrait Pardon, être un excusez-moi. partenaire en France? Je ne sais pas aujourd'hui qui pourrait l'être. Ça pourrait être quelqu'un comme Philippot. Asselineau, j'en doute, parce qu'Asselineau est quelqu'un avec un ego assez important. Et nous n'avons jamais eu de contact les uns avec les autres, étant donné qu'il considère que je pourrais le salir. C'est dommage, parce que je pense que de toute façon, quand on est dans une démarche de vérité, on sera toujours sali par les médias, peu importe avec qui on travaille. Donc peut-être Philippot, peut-être d'autres, ou peut-être de nouveaux arrivés. Alors justement, est-ce que finalement, si je comprends bien, Révolution, serait une forme de marchepied pour qu'une fois arrivé en poste, eh bien, vous dissolviez, cette, structure pour, justement redonner ce qu'on appelle la souveraineté, nationale, c'est-à-dire la véritable démocratie telle qu'elle est écrite dans la plupart des constitutions, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche que vous évoquez, notamment via les gilets jaunes, c'est le fameux RIC. Nous allons en parler tout à l'heure. Je ne veux pas brûler les étapes parce que, avant de parler du programme, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à la géographie de votre pays, parce que je vous mentirais si je vous disais que je la connaissais par cœur, bien au contraire. J'en parlais un peu avant de prendre l'antenne avec Laurence. En réalité, vous avez un pays qui est assez petit en termes d'habitants, puisque en France, nous avons à peu près 68 millions d'habitants. En Belgique, c'est environ 11 millions. Donc, c'est grosso modo, et je vais faire des parallèles permanents, mais pour que ça parle aux gens, c'est que c'est un peu Paris intra et extramuros. Donc, on va dire toute la région parisienne, avec le 78, le 95, 93, etc. Et voilà, mais à l'échelle là d'un pays, sachant que ce pays est un État fédéral, de ce que j'ai compris, que également, c'est une monarchie constitutionnelle héréditaire. Alors, je n'ai pas été très original, j'ai repris Wikipédia, mais État fédéral, régime parlementaire, monarchie constitutionnelle. Alors, ça fait beaucoup de systèmes, on va dire presque différents en un seul bloc. Il y a une forme de camoulox politique, en fait, chez vous. Je ne dis pas que chez nous que c'est mieux, hein, rassurez-vous. Nous, ça a les apparences de la démocratie, mais ça s'appelle dictature molle, comme dirait Huxley. Alors, justement, vous avez un roi. Et je sais que beaucoup de nos auditeurs sont royalistes et aspirent à un retour du roi en France pour, on va dire, rompre la malédiction de Louis XVI. J'ai fait une émission avec Marion Sigaud récemment sur Louis XVI, donc j'invite tous les auditeurs à la voir parce qu'on a évoqué la réalité de la Révolution dite française. C'est le coup d'État maçonnique organisé par le duc d'Orléans, le cousin du roi, pour placer eh bien, les francs-maçons, la laïcité, la République. Bref, est-ce que avec un roi en Belgique, les choses vont mieux? Est-ce que, déjà le système politique belge non mais c'est une vraie question, hein. Honnêtement, il y a pas de piège dans ma question, mais parce que, je fais partie de ces gens aujourd'hui qui ne savent plus, à qui se fier, à quoi se fier, Ben, parce c'est justement ça le on a problème, quasiment Nicolas. tout essayé, la gauche, la droite. Alors certains disent: «On n'a pas essayé l'extrême droite», mais chez nous, Marine Le Pen, c'est une femme de gauche, hein. En réalité, elle s'est totalement, comment dire? Elle a totalement, renversé sa cutie, si je puis dire, et puis comme, Ça ne veut au plus niveau rien dire, hein, judiciaire, de toute façon. voilà, comme c'est sûrement Bardella qui va prendre le relais, et cetera. Mais en Belgique, est-ce qu'une royauté fait mieux? Est-ce que c'est pire? Comment vous voyez les choses, vous? Laurence et ensuite Laurent? C'est un énorme bateau qui a une force d'inertie épouvantable avec un monde fou qui décide. Par exemple, nous avons 12 ministres de la Santé. Ça, Donc, c'est un truc, 12 ministres de la voilà. santé. Non, mais c'est un Essayez de truc de dingue, quoi. rassembler 12 personnes de votre famille autour d'une table et de lancer un sujet qui concerne l'argent, et puis voyez combien de temps ils mettent pour se mettre Ouais. d'accord. Voilà. Le roi, donc tout ça, évidemment, ça coûte extrêmement cher à la population. Bien sûr, parce que tous ces politiciens en exercice, ils sont payés par nos impôts. Et puis, quand ils ont fini, ils ont une pension. Donc, tout ça, c'est extrêmement cher. Ça, en Le matière de roi, privilèges, je pense que dans tous les pays, les privilèges sont à peu près les mêmes, hein. oui, c'est ça. Notre roi est plutôt décoratif. Il n'a pas de De rôle fonction, décisionnel.
Il est payé aussi par nos impôts et de ce que je sais, maintenant, il y a des gens qui ont enquêté, des gens très sérieux qui ont enquêté et des témoignages à ce sujet qui sont assez glaçants. Ils sont pas tout roses et violettes non plus au niveau de leurs mœurs et des réseaux qui n'existent pas, hein, les réseaux Le pédophile. pédocriminels. Cette Il référence n'existe à la tellement pas qu'il y a une liste Epstein qui vient de sortir, mais voilà, c'est ça. voilà, Cette nous on référence est à fiers, on l'affaire a notre Epstein, bistrot national. ne serait que purement fortuite, effectivement. Voilà. Avant de laisser la parole à Laurent, juste pour les auditeurs qui verraient mal l'écran ou qui nous écouteraient comme à la radio, précisons que la carte, donc de la Belgique, on a la partie rouge, au nord, donc on va dire de Bruges, Courtrai, Bruxelles, Louvain, Hasselt notamment, c'est la partie des Flandres avec 6,5 millions d'habitants, d'accord? Ensuite, on a la partie basse, avec, de Tournai, Liège jusqu'à Bastogne, jusqu'à la frontière avec le Luxembourg. On a 3,6 millions d'habitants, c'est la Wallonie. Et puis il y a une zone à l'extrême droite, à la frontière avec l'Allemagne, c'est la communauté germanophone, donc à peu près 80 000 habitants, me disait Laurence avant l'émission. 80 000 habitants en France, pensez à la fusion entre Carcassonne et Périgueux, respectivement 55 000 et 28 000 habitants grosso modo. C'est-à-dire que c'est comme si ces deux villes étaient fusionnées et autonomes, donc émancipées du reste de la Belgique. Voilà, donc c'est vraiment pour bien comprendre que c'est encore un autre système. Alors État fédéral déjà, donc ça veut dire que la communauté des Flandres néerlandophone, elle est indépendante de la communauté francophone? Comment ils se décident? Parce que vous me dites 12 ministres de la santé. Ça veut dire qu'en fait, comment ça s'organise? Est-ce que c'est comme nous en région, mais rattaché à Les l'État? régions, Ouais, les régions, les communautés, le Parlement fédéral. Je pense Chaque que ministre a Laurent, une compétence particulière. Chaque ministre a une compétence particulière dans son domaine de compétence. C'est-à-dire que d'accord. le ministre de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne va pas s'occuper exactement des mêmes sujets que le ministre de la Santé fédéral. En fait, c'est comme si, par exemple, on était, comme pendant le régime de Vichy, sauf qu'il y a Paris qui gère tout le nord de la France et Vichy qui gère tout le sud. C'est un petit peu comme si c'était, de ce fait-là, sauf qu'il y a pas de il y a pas de décentralisation comme en France. Là, en fait, chacun s'occupe de son précaré, mais dans le même pays. En fait, C'est difficile à il y a dire. fort il y a fort La Belgique est une construction, une pure construction euh, qui consiste en la création d'un État tampon pour éviter les guerres entre l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. C'est ça la base de la création de la Belgique. Nous n'avons d'accord. aucune culture commune. Nous n'avons pas les mêmes références en termes de musique. Nous n'avons pas les mêmes références en termes artistiques. Nous ne vivons pas du tout dans la même réalité. La Flandre est beaucoup plus riche, beaucoup plus stricte d'un point de vue politique. La Wallonie est beaucoup, beaucoup plus à l'abandon. La Flandre est à droite, voire à l'extrême droite. La Wallonie est à gauche, voire à l'extrême gauche. Oh la vache. Donc nous avons exactement des physionomies totalement différentes. Quand tu parles de la communauté germanophone, ils ne sont pas indépendants. C'est-à-dire qu'ils font partie de la Wallonie. Mais ils ont une certaine autonomie. C'est la minorité la plus protégée au monde, hein, parce C'est un qu'ils peu, ont quand même ouais. des ministres, malgré tout. Il y a un ministre-président de la communauté germanophone. Donc voilà, C'est un peu comme la principauté de Monaco chez nous, quoi, grosso modo. C'est que c'est dans le territoire, mais ça a pas forcément tout à fait les mêmes règles. Mais c'est vrai que c'est complexe déjà. C'est pour ça que je prenais le temps avec vous de faire de la pédagogie là-dessus parce que, c'est pas mais facile à comprendre et en fait, on s'aperçoit que même avec, 6 fois moins d'habitants, on a autant de difficultés parce qu'en fait, c'est même pas, la géographie seulement ou l'histoire, c'est le système. On revient toujours à cette notion de système politique et je peux comprendre, Laurent, que vous souhaitiez, j'allais dire, renverser la table et faire la révolution belge, si je puis dire, pour, changer les choses. Alors justement, on va passer au programme politique à présent, Mais si je peux me puisque permettre juste un oui, mot, c'est bien par sûr. rapport au roi. Euh, je pense que la population commet une très grave erreur. C'est de toujours croire que quelqu'un d'autre va faire mieux. Alors que la seule et unique instance qui peut faire mieux, c'est le peuple par lui-même. Et c'est pour ça que dans Révolution, il y a évolution, et nous avons vraiment tenu à mettre ce E en valeur,
Parce que pour nous, notre travail de base n'est pas d'être un mouvement politique. Notre travail de base, c'est de faire comprendre à la population qu'elle doit avoir confiance en elle-même et qu'elle peut faire mieux que ceux qui sont en place, mieux que le roi. Nous avons un roi qui est le plus grand habitué de Davos, membre du Bilderberg et compagnie. Je ne pense pas que notre roi puisse véritablement défendre les intérêts de la population belge. Tout simplement, il est resté en place alors qu'il n'a plus aucun rôle, hein. Il coupe juste des rubans. Mais qu'est-ce qu'il nous coûte, bon Dieu? C'est incroyable. Alors, la Belgique, on a toujours du mal à prendre des décisions. On préfère complexifier le pays, histoire de donner du pouvoir à un peu tout le monde. Le roi conserve ses avantages. En Flandre, on a des gouvernements. En Wallonie, on a des gouvernements. Tout cela n'a fait que le jeu des partis politiques. C'est eux qui ont instauré cet État fédéral. Et les citoyens sont totalement perdus par rapport à ça. La logique, elle est simple, hein. Un État unitaire où partout on parle le néerlandais et le français et où chacun a les mêmes droits. Ça, c'est la logique. Mais ça implique quoi? Ça implique une diminution par 10 du nombre de nos ministres. Et donc forcément que les politiques ne le veulent pas. C'est comme en France, la technocratie. Alors désolé si je fais toujours des rapports avec la France, mais ces problématiques-là sont les mêmes d'un pays à l'autre. En plus, vous avez Bruxelles, donc la capitale de l'Union européenne, avec tout ce que ça implique comme mafia, avec Van der Leyen et compagnie. Donc j'allais dire, vous avez encore un poids supplémentaire. Nous, on a Strasbourg, c'est similaire aussi. Mais il faut reconnaître que vous n'avez pas beaucoup de bol en la matière. Il y a un côté j'allais dire suisse dans ce que vous proposez. Et d'ailleurs, je sais que Chloé Framery sera sensible, je pense, à vos propos aussi, puisque Laurence connaît bien Chloé tout comme moi. Parce qu'il y a aussi une forme de perversion dans la démocratie à la Suisse, c'est-à-dire que la fraude électorale est toujours possible. Et là, avec les dossiers Epstein, il y a aussi d'autres dossiers qui sortent sur les ingérences, notamment étrangères dans les différentes élections, que ce soit la France en 2024. Hein. J'ai fait une émission avec Lel Astic il n'y a pas longtemps pour dénoncer la fraude de 2022, la fraude électorale, ou encore la Roumanie avec Calin Georgescu et tout ce qui s'est passé ainsi, la Moldavie, etc. Il y a presque une dizaine de pays touchés, sans compter le Brésil, le Venezuela et tous les autres pays aussi. Alors, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup de choses, mais passionnantes. Déjà, pendant que vous parliez, je laissais défiler un petit peu les différentes thématiques. Non à l'obligation vaccinale. J'ai d'ailleurs appris récemment que la Floride avait réussi à abolir l'obligation vaccinale en tout point. Donc ça, c'est quand même une sacrée victoire, une sacrée avancée. Vous parlez de la foi, vous parlez de l'immunité parlementaire et de l'irresponsabilité ministérielle. Vous parlez de l'éducation à la sexualité. Laurence sait que c'est un sujet qui me touche beaucoup, sachant que Marion Sigaud a écrit sur le sujet, Ariane Bilran aussi et d'autres. Le Bélexit, donc ça c'est aussi un terme que je vois pour la première fois dans un parti politique belge, c'est-à-dire on connaît le Brexit. En France, certains prônent le Frexit. Là, vous avez le Bélexit, donc l'émancipation de l'Union européenne, la pédocriminalité, la perpétuité réelle. Alors maintenant, on va regarder le programme politique ensemble. Alors, je l'ai lu avant l'émission et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas de programme. Alors, il y a un côté Coluche. J'ai pensé tout de suite à Coluche quand j'ai lu un petit peu votre programme qui n'est pas un programme. C'est Coluche, en 1980, en France, voulait absolument chercher la voie des abstentionnistes parce que c'est le premier parti de France. Et c'est comme ça qu'il avait réussi notamment à obtenir jusqu'à 16% d'intention de vote, ce qui était presque autant que le Parti communiste à l'époque, qui était très puissant en France. Et donc là, vous avez pour ambition, chez Révolution, nous voulons rassembler tous les citoyens sans aucune distinction de race, de religion ou de couleur politique. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le but, c'est de se distinguer de tous les autres mouvements politiques connus qui courent après le pouvoir, la carrière, l'argent, etc. Et en fait, le mouvement n'est qu'un marchepied, n'est qu'une forme d'estrade pour se hisser au sommet de la Belgique, afin ensuite de redonner le pouvoir au vrai souverain, c'est-à-dire le peuple. C'est comme ça que je le vois. Voilà, et vous le dites en gras. Pardon.
C'est tout Allez-y. à fait ça. Ah, c'est C'est ça? tout à fait Et ça. donc ensuite, nous n'avons qu'un rêve, libérer le peuple et vous donner le pouvoir. C'est Alors dangereux le pouvoir quand on le donne à une petite partie, tout à fait. à un peu de gens ou à une seule personne. Regardez, le médecin, parce que moi j'ai du pouvoir sur les gens, ceux qui viennent en consultation. J'ai du pouvoir, j'ai le pouvoir de leur faire du bien, mais je peux aussi leur faire du mal et on a vu ce que ça a donné. Donc, je crois vraiment que c'est ce qui m'a poussé à rejoindre le projet de Laurent, parce que très modestement, moi, je suis pas politicienne du tout. Hein, j'apprends là. Donc, c'est Laurent qui a apporté ses idées, puis on a discuté, on a étoffé le projet. Mais c'est vraiment ça qui nous a réunis, c'est cette envie de, de redonner, de diluer le pouvoir en fait sur tous les citoyens de façon tout à fait égalitaire et qu'il n'y ait plus une personne ou une petite poignée de personnes qui profitent de tout. Et c'est, je crois aussi, la force qui nous fait bouger, à Laurent comme moi, c'est la révolte. On est révolté, écœuré du système où nous nous trouvons, qui fait tant de mal. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'est rejoints et que cette idée de pouvoir, eh bien, il faut faut la sublimer en fait pour faire quelque chose de beau, parce que ce sera pour tous. C'est clair que la référence à Coluche, pour moi, a énormément d'importance. Bien Coluche sûr. est un exemple. Coluche est un artiste engagé qui a décidé d'aider concrètement les plus démunis. Il y en a peu aujourd'hui, hein, il faut quand même le dire. Euh, il a fait de l'ombre et beaucoup de politiciens, mais il a surtout démontré les vices et les mensonges des politiciens. C'était ça, ces spectacles. Et ben, ça lui a coûté la vie, bien évidemment. Alors, on va faire une référence par rapport à la France. Pierre Poujade, Oui. un très grand orateur avec OK. énormément d'éloquence. Je respecte beaucoup Pierre Poujade. Il a développé un système politique, un mouvement politique qui a eu énormément de succès. Malheureusement, lorsque les Poujadistes sont arrivés au Parlement, ils n'avaient pas d'alternative. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai quitté le Parlement en 2014, j'ai décidé de me mettre en retrait. Parce que je n'aurais rien pu faire d'autre que dire ce que j'avais déjà dit. Si je suis revenu en politique aujourd'hui, c'est parce que, grâce à l'ostracisme que j'ai subi, je me suis ouvert à une technologie, la blockchain. Et que cette technologie, j'ai compris qu'elle pouvait me libérer de la coercition de l'État, mais qu'elle pouvait également libérer le peuple des partis politiques et de la lourdeur. Alors moi, je suis un fan de notre ami Étienne Chouard, Ah oui. que j'ai rencontré en 2011 et avec qui j'ai travaillé pour développer et déposer une proposition de loi en vue d'instaurer le tirage au sort des députés. Ça a été déposé au Parlement belge, hein, c'est dans l'histoire du pays. Évidemment, personne n'a suivi, mais depuis, j'ai toujours cette logique en tête. Mais il y a un point négatif par rapport à ce projet d'Étienne, c'est la lourdeur. La lourdeur des assemblées citoyennes, la lourdeur de la mise en place d'une véritable démocratie des citoyens pour les citoyens. Et cette lourdeur, j'ai trouvé la solution pour la supprimer grâce à la technologie blockchain, en étant D'accord. dans un système totalement sécurisé. Et c'est pour ça que je reviens en politique aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas revenu. Je reviens simplement parce qu'on a vraiment une idée novatrice qui est totalement révolutionnaire et qui est la seule mesure, selon moi, qui est capable véritablement de donner le pouvoir au peuple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui sont néophytes, ce qu'est exactement la blockchain? Parce que moi, quand j'entends parler de blockchain, je pense à Bitcoin, crypto-monnaie, mais est-ce qu'il y a je suis pas expert, c'est pas des sujets déjà que j'adore par principe, parce que c'est quand c'est virtuel et que c'est pas palpable comme de l'argent liquide, c'est quelque chose de particulier, mais qu'est-ce que c'est exactement la blockchain? Alors, ce n'est pas virtuel, c'est numérique. Oui, C'est numérique. très important parce que 98% des opérations financières aujourd'hui sont numériques. Donc, c'est-à-dire que du numérique, vous en faites tous aujourd'hui. Gérer son compte en banque, c'est du numérique. Mais on n'a pas l'impression que ça en est. Alors, la blockchain, évidemment, à la base, c'est ce qui permet le développement d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Sans blockchain, il n'y a pas de crypto-monnaie. Mais en 2015, il y a eu la création de l'Ethereum.
Je vais évidemment faire très court. 2015, création de l'Ethereum qui a permis d'introduire dans la blockchain ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. La mise en place de ces contrats intelligents révolutionne le monde des intermédiaires, en fait. Aujourd'hui, blockchain, ça n'a rien à voir spécialement avec la crypto-monnaie. C'est un élément de la crypto-monnaie, mais le plus important aujourd'hui, c'est véritablement cet élément qui permet le développement des smart contracts. Coca-Cola, par exemple, ce n'est pas une référence, mais c'est quand même une grande société mondiale, gère aujourd'hui son stock d'approvisionnement mondial grâce à la blockchain Ethereum avec l'utilisation de smart contracts. Et donc, quand on pense à ça, on comprend que la blockchain, elle est par nature inviolable et infalsifiable. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de blocs, blockchain, des blocs qui s'enchaînent. Hein. Et donc, c'est pas pour autant qu'on est emprisonné, hein, parce que ça, on me l'a fait aussi. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, ce sont des blocs qui s'enchaînent. Et pour modifier une chose dans un bloc, il faut modifier l'ensemble des blocs. Ça veut donc dire qu'il faudrait pirater l'ensemble des ordinateurs qui font tourner cette blockchain pour pouvoir falsifier quoi que ce soit. Je vous assure que c'est beaucoup plus facile de falsifier des votes sur un ordinateur avec un vote électronique ou qu'avec des petits votes papier où il y a une urne qu'il ne suffit qu'à ouvrir. Modifier une blockchain, c'est totalement impossible. Et donc, évidemment, quand on parle de ça, automatisation sans intervention extérieure, sans centralisation, infalsifiable, eh bien, on comprend donc qu'on supprime des intermédiaires. On peut, avec une blockchain, très facilement vendre une maison sans passer par un notaire, parce que c'est la blockchain et donc l'ensemble des utilisateurs qui vont vérifier que la transaction a bien lieu, qu'elle est bien payée et que tout est en ordre. Eh bien, avec ce système mis en place et transposé au niveau d'un État, vous avez tout simplement une application sur votre téléphone qui va vous permettre de proposer de voter et votre vote va être exprimé sur la blockchain. Une blockchain, évidemment, que nous créons de manière étatique au sein de la communauté belgique, la communauté des citoyennes belgiques. On crée cette blockchain et chaque citoyen va pouvoir suivre son vote, le vérifier, compter. Il n'y a pas de risque de fraude comme avec le vote électronique? Aucun. Le vote électronique, c'est un logiciel informatique. Il suffit donc de pirater l'ordinateur pour modifier tous les votes. La blockchain, ce n'est pas ça. La blockchain demande une multitude d'ordinateurs en réseau. Donc, ça veut dire qu'il faut pirater tous les ordinateurs. La meilleure preuve pour répondre à ça. Bitcoin, la blockchain Bitcoin ou Ethereum n'a jamais été piratée. Jamais une seule fois. Parce que si c'était aussi facile, tous les bitcoins seraient dans les poches des Nord-Coréens ou des Iraniens ou des Russes. Or, ce n'est pas le cas. Lorsque l'on parle de hacking au niveau de crypto-monnaies, ce sont des plateformes d'échange qui ont été piratées. Une plateforme d'échange est évidemment très dangereuse puisque cette plateforme, elle peut être piratée puisque c'est juste un site internet. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Donc, on vient prendre de l'argent sur cette plateforme, tout comme on peut prendre de l'argent sur le compte de la banque BNP ou d'une autre banque, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a eu un petit piratage qui a fait qu'il y a eu des opérations qui sont apparues sur les comptes des gens. Mais une blockchain, là, on ne peut pas pirater cela. C'est impossible. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a réussi à pirater une blockchain. Et en sachant qu'un bitcoin, ça vaut quand même aujourd'hui aux alentours de 70 000 euros, si c'était facile, je pense qu'on le piraterait régulièrement. Je le dis, je pose la question sciemment parce que j'ai fait une émission avec Sortie de Banque, le collectif que je salue. Et puis je sais que beaucoup du public qui nous regarde, c'est pas pour être condescendant, mais ont plus de 50, 60 ans. Certains n'ont pas confiance dans les nouvelles technologies et je peux les comprendre. Et d'ailleurs, je vais rebondir tout de suite avec une autre technologie qui, à mes yeux, en tant que citoyen, est très dangereuse quand elle est utilisée à de mauvaises fins, comme internet ou le portable, c'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai sorti le livre sur le sujet. Nous avons tous grandi
y compris moi qui ai 35 ans, nous avons tous grandi quasiment sans internet ou alors avec les balbutiements d'internet et à une époque où, on n'avait pas d'intelligence artificielle, où on avait encore des cabines téléphoniques, où on avait encore ces choses-là. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette technologie? Alors, pour résumer, hein, Grok, ChatGPT et cetera, je pense que comme moi, vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit l'affaire Epstein, que ce soit l'affaire du Venezuela ou d'autres sujets, des montages vidéo, ultra réalistes qui, détournent l'information et nous dans le journalisme, non seulement on est parasité par le totalitarisme de l'information, le vrai du faux comme disait Hannah Arendt, mais en plus de ça, on est parasité par l'intelligence artificielle et le fait que tout le monde aujourd'hui balance des infos un peu à droite à gauche, à tort et à travers, sans forcément prendre le temps d'enquêter au préalable et sans, prendre le temps de vérifier les sources. Heu, Comment vous voyez justement l'avenir de l'intelligence artificielle, quand on sait comment elle est conçue, par qui et comment elle est financée? Bah, tout d'abord, l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec le projet dont nous faisons la promotion. Hein, je ne suis pas là pour promouvoir l'intelligence artificielle. La technologie, elle a du bon et elle a du mauvais. Tout dépend entre les mains de qui elle se trouve. Elle peut être utilisée pour améliorer la qualité de vie des citoyens, comme elle peut être utilisée pour nous contrôler. Un exemple très simple. Sarah Gnafo a parlé dernièrement de la possibilité de remplacer les lampes des réverbères par Tout à fait. des LED intelligents capables de reconnaître, par exemple, la En voix d'une femme qui caméra-surveillance, se ouais. ferait agresser ou le bris de vitre en cas d'une effraction. Ça, on peut dire que c'est positif, puisque le LED réagit et appelle directement les services de secours et peut permettre à ce que l'agresseur se fasse arrêter ou du moins que la femme ne se fasse pas violer. C'est positif. Par contre, il est évident que si le LED est capable d'analyser les cris d'une femme, il est aussi capable de nous écouter et d'enregistrer nos interventions et donc de nous surveiller en permanence, comme cela existe dans certaines séries américaines qu'on peut trouver sur Netflix. Cette technologie existe. Tout dépend de ceux qui la dirigent. Alors, si on met cette technologie entre les mains de nos dirigeants actuels, c'est la cata. Si on met Alors cette technologie entre les mains d'un peuple souverain, je pense que ça peut apporter merci, du positif. d'avoir pris cet exemple-là parce que justement, quand Sarah Knafo, alors on rappelle dans le cadre des municipales en France qui auront lieu à partir du 15 mars prochain, Sarah Knafo a lancé cette idée. J'ai eu un père qui était policier pendant 30 ans et à une époque, il y avait ce qu'on appelait la police de proximité. Sarkozy a tout foutu en l'air quand il est arrivé à Beauvau, en nous installant déjà les radars routiers qui rapportent 1 milliard par an à l'État en moyenne et d'ailleurs maintenant on peut plus même rouler nulle part parce qu'on a des radars tronçons. On se demande si on va pas tous finir à pied ou à vélo, c'est le souhait de nos mondialistes. Donc ça, c'est vrai que ça nous met en rogne parce qu'on n'a pas tous la possibilité de prendre les transports en commun et la deuxième chose, c'est que vous le dites, à bon escient parce que en fait, c'est un effet pervers ce genre de méthode. C'est-à-dire qu'on a déjà la surveillance générale, on a déjà le fichage, le traçage de nos données personnelles, on a déjà la surveillance de nos comptes, de nos messageries privées et ils ne s'en cachent même pas et le problème, c'est qu'au lieu de recruter et d'embaucher des policiers de proximité comme c'était le cas avant, dans une période où quand on sortait le soir, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, on se sentait plus en sécurité qu'aujourd'hui quand une femme sort à 1 heure du matin, eh bien, elle prend la poudre d'escampette parce que si elle croise un individu patibulaire, mais presque, comme disait Coluche, elle a peur. Le nombre d'agressions, moi je regarde par exemple les interventions de Vincent Lapierre du Média pour tous. Il fait des reportages sur Bordeaux, sur Strasbourg, sur Nantes, sur Grenoble et cetera et on constate une chose et c'est pas pour être partisan de quoi que ce soit, mais toutes les villes de gauche ont basculé façon Chicago. Alors les villes de droite sont pas meilleures, mais on s'aperçoit qu'il y a un taux de délinquance qui a explosé depuis Macron. Le covid malheureusement a fortement accéléré cela, mais le problème c'est que j'ai souvent tendance à constater, et pas seulement en matière de sécurité, mais en matière scolaire aussi, pour être intervenu sur le harcèlement scolaire dans différentes écoles, qu'aujourd'hui, même les enseignants veulent déléguer le tout aux caméras de surveillance. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment du chômage, parce que j'ai l'impression que on a des millions de chômeurs comme ça qui sont dans la nature. On dit qu'ils veulent pas bosser, que c'est des feignasses, mais en même temps, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Et là, on pourrait recruter des emplois, j'allais dire instantanément
Alors bien sûr, il faut être formé, il faut un minimum quand même, de diplômes et cetera. Mais on a l'impression que en fait, c'est pour ça que je parle de l'intelligence artificielle, c'est en train de détruire tout un pan sociétal, France, Belgique et ailleurs et en fait, c'est en train d'éradiquer des métiers et ça, c'était le but de Klaus Schwab à l'origine. À Davos, il le disait déjà dans la grande réinitialisation, il parlait déjà du fait que d'ici 2035, eh bien, la plupart des métiers que nous connaissons vont disparaître et que ceux que nous ne connaissons pas encore vont arriver. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et là, c'est le citoyen qui parle, c'est qu'on ait trop tendance à vouloir déléguer notre intelligence et nos compétences à des machines, mais qui, du jour au lendemain, déjà, elles n'ont pas d'âme, et deuxièmement, elles peuvent tomber en panne. Et quand ça tombe en panne, déjà, l'informatique, quand ça tombe en panne, les services publics ne fonctionnent plus. On le voit. Et donc, c'est très fragile, en fait. Alors que l'humain, certes, il a ses failles, il peut tomber malade, mais il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'il fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ce genre d'exemple est très parlant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que même les politiciens, sciemment ou inconsciemment, eh bien, comme si c'était la marche du temps et qu'ils voulaient plaire à leur électorat, ce que je pense aussi, ont tendance à, au lieu d'embaucher, bah, déléguons ça aux machines, ça va aller plus vite, on va gagner du temps. Mais au final, même les innocents vont être culpabilisés et là, on va avoir une forme de Patriot Act, mais mondial, en réalité. Je ne sais Mais pas je ce que pense que Laurence. de toute façon, juste une Ouais, seconde, allez-y, je allez-y. donne la parole je laisse Laurence Ouais, s'exprimer. allez-y. Mais je pense que justement, vous voyez ici, on est confronté à une politicienne en campagne qui fait des propositions et qui, si elle arrive au pouvoir, les mettra en œuvre sans demander l'avis de qui que ce soit. Voilà bien un élément central qui pourrait être mis en place par rapport à la structure que nous voulons créer. Ça, c'est un élément que l'on pourrait soumettre à la population. Voulez-vous d'une société Donc par avec... votation alors. Oui, par Donc en référendum fait, c'est le d'initiative système suisse que populaire. vous voulez convertir Non, à la parce que Belgique, non? non, le système suisse n'est absolument pas abouti. Le système suisse conserve des partis politiques. Ce sont les Ah, partis politiques suisses qui déterminent les questions qui sont posées aux Suisses. Ce sont les partis politiques qui contrôlent les résultats. Et ce sont les partis politiques suisses qui remettent sur l'établi une nouvelle votation si les résultats d'une précédente ne leur conviennent pas. Donc non, Dans un là-dessus, c'est un système système où hybride. l'information n'est pas honnête en plus, hein. déjà. Exactement. Donc en fait, alors justement parce que c'est très important, là, on arrive à un point clé de ce qu'est Révolution et si j'arrive pas à comprendre Éventuellement, correctement, je pense que Nicolas. la plupart des auditeurs vont pas comprendre. Mais grosso modo, votre ambition pour la Belgique, c'est de faire, je caricature, mais c'est de faire du Étienne Chouard en Belgique, mais sans les partis politiques et avec uniquement le peuple qui voterait la plupart des lois, un peu un peu la démocratie à l'athénienne, mais en Belgique. La démocratie à l'athénienne, rendue possible avec 11 millions d'habitants grâce à la technologie blockchain qui permet la sécurisation de l'ensemble du D'accord. processus sans pour autant déshumaniser quoi que ce soit. Nous gardons un gouvernement. Alors, dans le gouvernement, justement, où vous seriez, bah, je ne sais pas si on pourrait dire président de la Ah, moi, Belgique je ou ne suis Premier rien ministre. du tout, moi. Non, Moi, mais je suis alors candidat à rien. ce serait un conseil des sages, ce serait comment, le Non, non, gouvernement? ce serait tout simplement un gouvernement qui serait nommé et révoqué par la population Un sur la Ah entretien oui, même d'embauche à la application. clé d'abord. Voilà, sur la voilà, même sauf que application qui nous permet de faire le vote, eh bien, il y a plusieurs candidats pour tel ou tel poste. Les candidats viennent, présentent leur projet, et puis les gens votent pour le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, en fonction du projet qui leur convient le mieux. Celui qui a la majorité est nommé à ce poste, avec des comptes à rendre, évidemment, à la population. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas ses engagements, la population a à tout moment la possibilité de le démettre de de ses révoquer. fonctions. Donc il y a le RIC en toute matière, c'est-à-dire, révocatoire, je ne sais plus les autres termes, mais je crois que c'est constitutionnel et cetera. Alors le roi dans cette histoire, parce qu'il faut rappeler que c'est une monarchie quand même, heu, vous, si vous arrivez en poste alors rappelez-moi la date des élections déjà, chez vous? Les prochaines élections, c'est en 2029. 2029, d'accord, donc ça vous laisse 3 ans pour vous préparer. Heu, alors imaginons une fiction politique, en 2029, vous arrivez en poste, d'accord? Laurent Louis, Laurence et puis, d'autres personnes de votre, mouvement. Donc
il est écrit là, si je lis correctement, que le mouvement Révolution souhaite que le peuple puisse désigner son premier ministre, d'accord? Ça, c'est déjà une forme de révolution en soi parce que c'est vrai que ça n'existe pas pour l'instant. Non. Et les membres de son gouvernement via une application. Donc en fait, on peut créer une forme de cohabitation indirectement parce que le premier ministre peut être à l'antithèse de celui qui dirige. Alors là, en l'occurrence, c'est le roi chez vous. C'est-à-dire qu'après le Non, roi, non, le c'est roi ne dirige rien du tout. donc il y a le roi, mais ensuite c'est directement on passe au premier ministre comme en Angleterre ou? Le Premier ministre est le chef. Le roi ne peut pas s'exprimer sans l'accord du Premier D'accord, ministre. Chaque d'accord. mot que le roi dit est un mot qui a été choisi et accepté par le Premier ministre. Ah oui, donc en fait, oui, comme vous Attention, disiez, le roi, c'est un décorum, donc c'est mais bien lui-même qui est sûr, presque c'est même lui qui est je dirais pas soumis au premier ministre, mais en fait qui doit recevoir l'aval quand même pour s'exprimer. D'accord. il est soumis Heu, à l'avis du Premier ministre, bien sûr, oui. alors justement, d'ailleurs à ce propos, parce que comme c'est un peu différent de chez nous quand même, est-ce que vous souhaitez abolir la royauté? Est-ce que vous souhaitez, C'est pas je à sais nous pas, de décider, c'est au peuple. Le Voilà. peuple choisira. alors vous souhaitez que le peuple se prononce finalement sur cette question-là aussi? Ben, c'est la moindre des choses quand même. Il Bien nous coûte sûr. cher, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà proposé par le passé, à un moment donné, euh, il faut poser à la population deux questions essentielles avant de démarrer dans une nouvelle formule. Déjà, avons-nous envie de continuer ensemble? Étant donné que nous vivons avec deux cultures différentes qui ne se rejoignent pas à cause du fait que le monde politique nous a séparés. Donc la première question, c'est est-ce qu'on veut continuer ensemble? Est-ce que la Belgique doit continuer à exister? Et puis, poser la question du roi. À quoi sert-il d'avoir un roi qui soit là uniquement pour couper des rubans? Après, il pourrait encore rester dans la logique de ce que nous mettons en place, hein, parce qu'en fait, son rôle ne changerait pas. Au lieu d'obéir à un Premier ministre politicien, il obéirait à un Premier ministre issu de la population. Ça ne changerait pas grand-chose par rapport à son rôle à lui, mais ce sont des questions auxquelles le peuple doit absolument avoir le droit de répondre. Alors, j'essaye de suivre en même temps parce que j'essaye de convertir les idées, j'allais dire souverainistes qu'il y a en France, mais pour le système politique belge, parce qu'il y a quelques aménagements forcément. Donc en fait, c'est un système, comme je l'ai compris, à la Étienne Chouard, façon démocratie athénienne avec à la fois, il y a un mélange de tirage au sort, de RIC, et de peuple qui s'exprime à 100. Donc vous êtes vraiment les serviteurs du peuple dans le sens le plus noble du terme, puisque c'est le terme ministre à l'origine, hein. Minus en latin, ça veut dire serviteur. De ce fait, vous appelez donc à un Bellexit, à la sortie de la Belgique de l'Union européenne. Alors, est-ce que la difficulté complémentaire pour vous, ce n'est pas le fait aussi que Bruxelles soit, j'allais dire, ancrée, même historiquement, à travers la Belgique, dans cette Union européenne? Est-ce que les pressions ne vont pas être encore plus décuplées ou centuplées du fait de sa position géographique? Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Parce que, j'allais dire, là, on est beaucoup dans la théorie, mais une fois en pratique, il faut rappeler que les, le chant des sirènes, les tentations sont nombreuses, les pressions également. Vous parlez dans votre programme des lobbyistes, de la mafia. Moi, je voudrais aussi vous parler de la franc-maçonnerie qui est ultra présente, même en minorité. C'est pas la question du nombre seulement, c'est la question de l'impact. Bien, Et quelqu'un m'a dit l'autre jour au téléphone: «On a connu la séparation de l'Église et de l'État en 1905 en France, il est temps de séparer la franc-maçonnerie de l'État». Ce qui ferait peut-être une tout grosse à fait différence. d'accord. Voilà, et je sais que Matteo Salvini en Italie, à un moment, lorsqu'il était revenu au gouvernement, avait dit, heu: tous ceux qui, on ne prendra au gouvernement que ceux qui ne sont pas francs-maçons». Alors je ne sais pas si ça a été suivi des faits, mais quel est votre regard justement par la pour la franc-maçonnerie? Est-ce que vous l'avez été, par exemple, vous? Oh non, 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 bien sûr que non. Non, 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 ça ne risque pas. Bon, Laurence, je pense que je connais la réponse, mais Non, voilà, absolument pas. Tout premièrement, je voudrais faire trois réflexions. Nous allez-y. n'avons pas de tirage au sort par rapport à l'idée d'Étienne Chouard parce que je connais les lobbies, je connais la faiblesse humaine et je sais que si on tire au sort des ministres ou des députés pour X période, ils vont être directement récupérés par les lobbies et corrompus parce que malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxièmement, le fait que Bruxelles soit la capitale de l'Union européenne, oui, c'est une réalité.
ça ne doit pas pour autant nous enchaîner à l'Union européenne à partir du moment où cette Union européenne, elle crée chez nous la pauvreté et qu'elle crée des délocalisations et des pertes d'emplois. Ensuite, on a la chance que vous avez Strasbourg. Il suffit de faire quelques petits cartons et de prendre tous les dossiers et d'aller les déposer à Strasbourg. La France sera très contente d'avoir l'ensemble de l'Union européenne et nous en serons débarrassés. Je pense que l'accord pourra se faire très facilement. Par rapport à la franc-maçonnerie, eh bien, nous sommes favorables à Là, c'est écrit noir sur blanc, je de la confirme. franc-maçonnerie. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à porter, même en interne au sein du mouvement, je dois bien l'avouer. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Eh bien, je refuse de me soumettre parce que des gens ont peur. Si les gens ont peur de la franc-maçonnerie, c'est bien qu'elle pose un problème. Si les gens ont peur de la franc-maçonnerie, ça veut bien dire qu'il faut l'interdire. Parce que la franc-maçonnerie, elle crée un déséquilibre au sein de la population. Elle rompt l'égalité entre tous les citoyens. Et nous ne pouvons pas tolérer une organisation qui crée des inégalités entre les citoyens et qui accorde des privilèges à une certaine catégorie de la population. C'est intolérable. Ça ne peut pas ça ne peut pas cohabiter avec le programme que nous voulons faire. Nous voulons libérer la Belgique. C'est pas pour la mettre entre les mains des francs-maçons. Alors, je lis le programme en même temps. Je vous avoue, je n'avais pas tout regardé. Je voulais en parler avec vous et avoir un peu l'effet de surprise aussi et de naturel. Je vous avoue que j'en ai lu des programmes depuis 3 ans. J'en ai lu des dizaines. J'avoue que c'est la première fois que je vois dans un programme interdire la franc-maçonnerie. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, au moins, ça, c'est une chose. Sortir Et de vous trouvez l'OMS. ça positif ou négatif ? Ah, mais je ne suis pas là pour dire ce que je pense. Voilà. Mais disons que j'ai fait des débats sur le sujet. Je trouve que c'est courageux. C'est courageux déjà parce que beaucoup avancent masqués. Et au moins, ce qu'on ne pourra pas vous reprocher, c'est d'avancer. Alors, en fait, la question n'est pas ce que je pense, mais ce qui va être dit de vous. Parce que je fais partie du monde médiatique et je sais très bien ce que vous allez être catalogué, ça va être extrême droite, et cetera. Vous m'avez parlé de Pierre Poujade tout à l'heure, c'était un petit peu un proche de Jean-Marie Le Pen chez nous. Donc voilà. Mais au-delà de ça, je pense que les gens aujourd'hui sont aussi. Oui, on a parlé de Coluche aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement écœurés de la politique que je pense que voilà, alors ça concerne la Belgique encore une fois, hein, donc ça concerne les Belges et moi par contre, ce qui me fait plaisir à titre personnel, c'est que vous parliez d'identité. Parce que, il est rare, qu'un habitant de son pays, revendique autant son patriotisme et sa fierté identitaire, sans être, dans la caricature d'extrême droite. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens, ont tendance à se laisser dissoudre dans leur propre pays et à se laisser, on va dire, envahir et presque à dire merci et presque à être culpabilisés. Alors c'est ça aussi qui est important. Là, je regarde aussi, je vois alors la fiscalité, créer un revenu citoyen. Alors le terme est un peu, je dirais pas ambigu, mais ça fait penser au revenu, universel, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment le prendre parce que revenu universel, c'est le programme de Davos et en fait, Je je voudrais que vous sais. m'expliquiez ce que ça veut dire. Non, Je peux peut-être en profiter Alors pour Laurence revenir sur l'IA, parce que oui, je voulais dire quelque chose à ce moment-là. vas-y, je t'en Il prie. y avait 2 problèmes dans ces 2 aspects différents. L'IA qui remplacerait l'intelligence humaine et qui s'appuie en fait sur notre tendance naturelle à la paresse, ou là qui pourrait effectivement nous faire perdre des savoirs. Et ça, mais c'est le rôle de l'enseignement de continuer ou de recommencer à faire réfléchir et à apprendre. Et l'autre partie, c'est l'IA qui permettrait de supprimer des emplois. Et c'est là qu'on peut arriver avec notre revenu qui n'est. Nous avons intentionnellement éliminé le mot universel pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que les gens ont peur de ça. D'abord, on ne parle que de la Belgique. Il n'est pas question de donner un revenu à la planète entière. Nous connaissons nos moyens financiers en Belgique et nous connaissons surtout combien nous coûtent les parasites qui nous gouvernent aujourd'hui et combien on peut récupérer en supprimant tous ces salaires indécents et de postes inutiles. On sait déjà combien on peut récupérer. Et à côté de ça,
eh bien, nous portons le projet de la microtaxe. Je vais laisser Laurent expliquer ça parce qu'il fera ça mieux que moi. Mais là, évidemment, intervient le fait que les gens ont le droit d'avoir une vie digne et de ne pas rester esclaves d'un travail où ils sont malheureux, maltraités, mal payés, et en plus où ils sont considérés comme des objets jetables et interchangeables. Donc, c'est vraiment ça que nous portons, et je te laisse, Laurent. Exactement. Bon, par rapport à ce revenu citoyen, je sais que les gens font vite des raccourcis et qu'on vit dans un monde assez manichéen. Il faut sortir de cette logique et oublier les raccourcis parce qu'en général, ils sont toujours mauvais. Nous avons aujourd'hui la volonté d'instaurer ce qu'on appelle une microtaxe. C'est pour ça que je parle de révolutionner la fiscalité par l'imposition d'une microtaxe sur l'ensemble des transactions financières qui ont lieu dans le pays. Avec la suppression avec la sortie de l'Union européenne, la suppression des partis politiques, donc plus de financement, la suppression des parlements, donc plus d'indemnités parlementaires, plus de participation au budget de l'OTAN, plus de participation au budget de l'ONU, plus de participation au budget de l'Union européenne, nous dégageons un budget considérable parce que la Belgique est un pays riche. On a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui, la population vit dans une certaine précarité parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons un taux d'imposition qui est plus élevé qu'en France. Le maximum d'imposition est de 55%. C'est énorme. Et la différence entre le salaire net et le salaire brut est considérable. C'est presque du simple au double. Ça veut dire que quand un travailleur coûte 4 000 € à un employeur, le travailleur, lui, il a 2 200 € en poche. Il y a un énorme problème par rapport à ça. Et donc, nous voulons changer cette logique. Et donc, quand un État est riche, sa priorité, avant de dépenser son argent dans une solidarité mal placée, comme c'est le cas, par exemple, en faisant des aides à l'Ukraine et qui ne servent à rien, eh bien, on consacre l'intégralité de cet argent à la population. Et dans notre cas, notre revenu citoyen, c'est pas de faire en sorte que tout le monde gagne un minimum. Non, c'est de permettre à tout le monde de gagner beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on rajoute au salaire existant 1 350 € pour chaque citoyen de la naissance jusqu'à la mort, cumulable avec les revenus, avec les retraites. Vous imaginez ce que ça résout comme énormément de problèmes. Les parents au foyer se retrouvent avec un salaire. Les retraités se retrouvent avec 1 350 € de plus par mois. Les étudiants démarrent dans la vie avec un patrimoine. Fini les sugar daddy. Laurent, j'ai bien compris. Alors, je vous avoue que l'idée est flatteuse. Honnêtement, on me dirait, en plus de tes dons, on te donne 1 350 € par mois. Je vous avoue, je sauterai au plafond. Mais pardonnez-moi, comment dire, je vais être pessimiste 2 secondes. C'est mon tempérament. Je suis désolé, hein, c'est pas pour vous ennuyer. La dette en Belgique, elle est de combien, la dette publique? De 670 milliards d'euros. D'accord, donc c'est à peu près 5 fois moins que la nôtre. Oui. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir d'immenses pressions de certains, alors je ne sais pas s'il y a un MEDEF en Belgique ou des organisations patronales ou je ne sais quoi? Parce qu'en fait, bien sûr, ça paraît ultra intéressant, 1 350 € en plus de son salaire. Ça veut dire que tout le monde vivrait comme les Suisses quasiment, il y aurait presque la TVA. On supprime la TVA, on supprime les droits de succession, on supprime les impôts, les taxes, les accises, tout ça. Donc, ça fait beaucoup. La Belgique n'est pas considérée comme un paradis fiscal sur certains biais? Non. Non? Non, pas du Non, tout? pas vraiment. Hein. C'est plutôt un Vraiment? enfer fiscal. Hein. Pour nous, en tout D'accord. cas, en tant que Belges, c'est un enfer. D'accord. Non, mais je comprends la question. La dette, on peut Je le fais exprès parce que en fait, je vous pose toutes les questions un peu, pas pièges, mais un peu taquines qu'on peut vous poser. Moi, je ne suis pas économiste, hein, c'est pas mon domaine de prédilection, ni mon domaine favori, mais c'est, comment dire? Ça paraît flatteur, mais en même temps, est-ce que ça n'encouragerait pas l'assistanat? C'est la grande préoccupation. Non, aujourd'hui, nous avons, premièrement, donc première chose, parce que je dois terminer ce que j'ai dit, la dette, on peut la rembourser en 10-15 ans, si on décide de la rembourser avec ce que nous mettons en place. En arrêtant la générosité mal placée, on peut la rembourser en 10-15 ans.
ce qui est déjà extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons des étudiantes qui doivent se prostituer pour pouvoir poursuivre leurs études. Il faut vivre dans le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, faire de la politique. Ce n'est pas vivre comme s'il y avait 30, comme si on était 30 ans en arrière. La réalité du monde aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de jeunes qui utilisent des plateformes comme OnlyFans ou d'autres pour vendre du contenu à caractère sexuel. Pas par plaisir, c'est pour rénover une maison, c'est pour payer des études, c'est pour arriver à vivre tout simplement quand les parents ne sont pas derrière. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il y a tout à fait cette possibilité d'aider les jeunes à s'en sortir et à démarrer dans la vie avec un patrimoine. C'est justement favoriser l'entrepreneuriat. C'est de leur dire, voilà, tu n'es même pas obligé de suivre des études pour être employé. Avec 1 350 € mis tous les mois de côté pendant 18 ans, ça fait environ 300 000 €. 300 000 €, ça permet de lancer une activité. Ça permet d'être un véritable entrepreneur. Ce qu'aujourd'hui, on ne crée pas, on crée des esclaves. Des esclaves qui vont devoir être des employés toute leur vie pour gagner un salaire de misère, auquel on dira qu'il faut qu'ils prennent un crédit pour encore plus être esclaves jusqu'à la fin de leur jour. Et nous, on veut casser cette logique-là. Et en donnant cette aide, on donne la chance à chacun de pouvoir réussir. Alors peut-être qu'il y en a qui se contenteront de ne rien faire de leur vie, mais ce sera leur choix. Et les autres décideront, et ce ne sera pas un budget qui viendra gréver le budget de l'État. Et ça passe aussi par l'école. L'école doit redonner envie de faire, doit redonner envie d'explorer des pistes, de redonner confiance, remettre la créativité et les richesses individuelles en valeur. Et je pense que, bien sûr, ça ne se fera pas instantanément, mais je pense que si on donne vraiment son espace à l'enfant en le laissant grandir avec un cadre bienveillant, rassurant et en écoutant, en lui donnant des outils, en écoutant aussi en poussant ses potentialités, une fois devenu grand, l'enfant, il aura envie de faire autre chose que de regarder le foot à la télé en buvant des bières. Je crois que nous, en Belgique, on a quand même le système qui fait le plus la promotion de l'assistanat. Nous avons un système qui est mal réfléchi, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont au chômage depuis 20 ans. Alors, elles sont au chômage depuis 20 ans parce qu'on ne les encadre pas, parce qu'on ne les coach pas, parce qu'on ne les pousse pas à trouver un travail. On a même des parents d'enfants handicapés, qu'on appelle des aidants proches, qui sont au chômage, alors qu'elles ne recherchent pas d'emploi, puisque leur volonté, c'est de rester auprès de leur enfant handicapé pour pouvoir justement s'en occuper. Ces personnes n'ont rien à faire dans un système de chômage. Et justement, donc notre revenu citoyen permet à cette personne de dégager un revenu pour l'activité. Justement, c'était ça ma question, parce que, en fait, imaginez que quelqu'un qui n'a aucune aide et qui a 1 350 €, nous, en France, on a ce problème-là. C'est-à-dire que j'ai connu, moi, des collègues, ils m'ont dit, bah, écoute, je vais bosser, je me fais 1 400 €. Je reste chez moi, avec les aides sociales, j'en ai pour 1 000 €. Donc, ça sert à quoi que pour 400 € de plus, je dépense 50 km par jour avec l'essence à 1,80, parce que nous, l'essence, il est à 1,75. J'ai fait mon plein ce matin, j'en ai presque pour 90 € uniquement avec 50 litres. Donc, ça fait mal au derrière quand on a connu la période du franc il y a 30 ans et ce que c'était. Et puis ensuite, l'usure de la voiture, sachant qu'on a des voitures de plus en plus performantes, mais avec une obsolescence programmée qui va avec, et puis avec les taxes, etc. Donc, certains se disent, bah, je vais rester devant Netflix, je gagnerai plus qu'en allant bosser. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que je crains que certains ne trouvent une faille, après personne n'est parfait, mais que les 1 350 €, ça aide notamment les clandestins, les migrants, etc., et tous ceux qui, par exemple, il y a aussi des polygames en Belgique. Non. Les clandestins n'ont pas accès au revenu citoyen, puisqu'il faut être un citoyen pour avoir accès au revenu citoyen. Alors justement, ça se passerait comment donc, si le revenu citoyen n'est qu'accordé qu'aux Belges qui sont en situation régulière sur le territoire, bien évidemment. Dieu merci, s'ils décident de travailler,
Nous n'avons pas de salaire à 400 €, nous ne sommes pas encore l'Ukraine, nous avons des salaires qui sont bien plus élevés, donc ça veut dire que si quelqu'un a 1300 € et qu'il est content avec 1300 €, mais c'est magnifique. C'est son Tout le droit. monde est content, c'est son droit de ne rien faire. La l'oisiveté doit aussi être un droit, mais ce n'est pas pour autant qu'il va se retrouver à la rue ou dans sa voiture. Par contre, s'il décide de travailler, il aura 1350 € plus un revenu minimum de 1800, 2000 €, et là, il vivra décemment. En Il fait, faut ça penser aux personnes âgées également et bien retraités. sûr. Hein. Ça donne en fait, ça rappelle un peu l'époque où, enfin, sans faire du machisme, mais quand, monsieur partait travailler, avec son seul salaire, il arrivait à faire vivre toute sa famille. C'est un petit peu cette idée-là que vous voulez remettre sans que, Mais tous les membres de la parfaitement. famille se mettent à bosser et Ça peut être cetera la femme qui va travailler ou et la l'homme qui femme, reste à la bien sûr, maison, hein. voilà. Mais on Nous a considérons que ce n'est pas une évolution, que ce n'est pas un progrès, le fait que les deux parents d'un couple doivent travailler, parce que ça a des impacts directs sur l'éducation des enfants. absolument, Donc, bien sûr, nous sommes pour la famille traditionnelle, pour le fait que on puisse avoir un des deux parents qui puisse ne pas travailler et s'occuper essentiellement de l'éducation des enfants. Il n'y a rien de rabaissant à ça. C'est très gratifiant de s'occuper de l'avenir de son enfant. Ça alors, évitera certaines dérives. Mais on ne dit pas que ça doit être à temps plein et on ne dit pas que ça doit être la femme. bien C'est sûr, celui voilà, qui se sentira bien dans ce rôle-là, pas de problème. Alors, je d'accord, tiens aussi à préciser, parce qu'on a parlé de l'extrême droite tout à l'heure, que je suis extrêmement soutenu par la communauté musulmane de Belgique, hein, et même plus largement que cela, puisque je pense qu'on me connaît dans de nombreux pays musulmans. Et c'est ce qui fait encore notre singularité, puisque nous sommes des adversaires farouches du sionisme, et donc on est très loin de pouvoir être assimilé à l'extrême droite. Une fois de d'accord, plus, parce que le soutien, au sein des membres de notre bureau politique, nous avons énormément de responsables de confession musulmane. Et donc voilà, ça c'est encore quelque chose qui va déplaire au système, mais c'est la réalité. Et ne alors justement, confondons pas sionisme et juste judaïsme, s'il vous bien plaît, sûr. s'il vous plaît. Beh, justement, on y vient avec, rompre toute relation diplomatique et commerciale avec Israël. Alors, en pleine affaire Epstein, justement, on ne peut pas faire plus actuel. Alors, je cite: «Féroces défenseurs de la souveraineté des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous sommes viscéralement opposés à l'ingérence internationale, mais aussi à la colonisation sous quelque forme qu'elle puisse prendre. Cette position nous impose à combattre le sionisme qui est une idéologie politique reposant essentiellement sur la colonisation. Le génocide perpétré depuis des dizaines d'années par l'entité sioniste d'Israël à l'encontre du peuple palestinien impose une réaction forte. Le mouvement Révolution refuse de reconnaître l'existence de l'État d'Israël et de facto souhaite rompre toute relation diplomatique et commerciale avec cette entité sioniste. Nous soutenons la création d'un État de Palestine sur l'intégralité du territoire occupé actuellement par Israël et l'autorité palestinienne sur la forme d'un État fédéral composé de deux communautés, la communauté arabe et la communauté juive, avec à sa tête un gouvernement composé de manière paritaire avec un président élu par la population.» Voilà, donc là, au moins, c'est clair. Encore une fois, j'ai l'habitude de lire les programmes des uns et des autres, que ce soit des mouvements citoyens ou autres. Le vôtre est d'une clarté, voilà, il y a pas d'ambiguïté, ça a le mérite au moins d'être clair, c'est ça aussi qui est Mais important. nous détestons l'ambiguïté et on nous pousse beaucoup à l'ambiguïté parce que le peuple, la population a peur de la vérité. Et des fois, il faut utiliser des mots qui disent pas exactement la même chose, mais qui font un peu moins peur. Je me refuse à ça. Parce que je pense que les gens, ils attendent de moi particulièrement de l'honnêteté, de la sincérité, de la transparence. Et je ne suis pas là pour raconter des histoires. Et je ne suis pas là justement pour plaire au plus grand nombre. Le mouvement Révolution n'est pas là pour ça. Le mouvement Révolution, il est là pour éveiller les consciences, pour faire comprendre aux gens qu'on peut faire autrement. Et donc, ça demande de la clarté. Et il ne faut pas mentir aux Et gens. du courage. Parce que mentir aux gens, c'est ce que les politiques ont fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est ce qui explique le fossé qui s'est creusé entre eux et la population. Aujourd'hui, le peuple déteste les politiciens. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ils détestent parce ils se foutent de leur gueule. Il faut utiliser le bon terme. On se fout de la gueule de la population depuis une éternité. Et à un moment donné, le peuple, il s'en rend compte. Et donc, moi, je me refuse à ça. Et si je pense que j'ai du soutien depuis 15 ans, c'est parce que je parle toujours avec honnêteté, sincérité et que je n'ai pas un masque.
je ne suis pas différent dans la vie politique avec vous en parlant ce soir que dans ma vie privée et que si on me croise dans la rue, je serai exactement le même que je suis ici. Alors justement, comme vous parlez de transparence, je vais aborder une parenthèse, un peu particulière puisque vous avez été député et vous savez qu'en France comme ailleurs, on a beaucoup de mal avec les privilèges, et la fameuse fausse abolition des privilèges, de la Révolution et on comprend par Marion Sigaud que les privilèges de l'époque, en fait, c'était pas ceux des élites, mais c'était plutôt celles des travailleurs. Combien gagne un député, au parlement belge? Quels sont les avantages, qu'ils peuvent en tirer? Par exemple, pour la France, on est à peu près au bas mot, alors entre les frais de représentation et cetera, mais on est à peu près à 5 000 6 000 € bruts, je crois, avec l'IRFM, les instituts de représentation des frais de mandat. On tourne grosso modo, tout avantage compris, quand c'est pas, le téléphone, quand c'est pas les frais internet et cetera, pris en charge par la collectivité, on tourne aux alentours de 10 à 15 000 € par mois, sur 6 ans à peu près, sur 5 ans pardon. En Belgique, comment ça se passe? On n'a pas toutes ces histoires de frais de représentation et tout ça. Tout ça fait l'objet d'un package, en fait. Hein. Donc, on ne donne pas ces factures de téléphone au Parlement en Belgique. Hein. On les assume. Mais on reçoit évidemment une indemnité qui est taxée d'une autre manière que ça. Quand j'y étais, en tout cas, nous avions un salaire brut d'environ 10 000 € qui correspond à un salaire net de 5 000 €. C'est ce que je prenais, puisque le reste part dans les impositions. Donc, c'est 5 000 € net. Sans autres avantages pour un député comme moi qui était là tout seul, sans groupe politique. Puis il y a d'autres avantages si on est président d'une commission, si on participe à une commission, si on est vice-président. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais un député de base, c'était 5 000 €. Ça a augmenté, hein, je pense que c'est passé aujourd'hui à 7 500 ou 8 000 €. Hein. Ça a beaucoup augmenté. Mais l'inflation… Elle a été pour certains… Non, je vous dis ça parce que autant nous, les salaires ont été gelés ou alors ils ont augmenté un petit peu par miettes. Par contre, les députés et les sénateurs sont les seuls qui se sont auto-augmentés ces dernières années. Donc, étant donné que la France-Belgique, même combat sur ce point-là, voilà, d'où ma question. Alors, un des points aussi que vous évoquez, c'est notamment les BRICS. Alors, les BRICS, cette alliance de différents pays comme de mémoire la Russie, la Chine, l'Inde, je crois qu'il y a aussi le Pakistan, si je ne dis pas de bêtises, le Brésil. Enfin, c'était vraiment une l'Arabie alliance. Saoudite, Voilà, l'Arabie Saoudite, l'Iran, voilà. et beaucoup d'autres pays qui risquent d'y rentrer prochainement. Alors, qu'est-ce qui vous motive à vouloir rejoindre les BRICS? Tu veux commencer, Laurence? Bien, la sortie de l'Union européenne, ça fait peur. Parce que il y a aussi des avantages, enfin en tout cas ce qu'on nous présente comme étant des avantages à rester, c'est-à-dire qu'on a toujours, c'est toujours plus rassurant de rester dans un couple même maltraitant que d'affronter l'inconnu. Et comme notre projet a l'ambition de sortir de tout, de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, de l'ONU, de l'OMS, de tout, eh bien, nous sommes un petit pays et il nous faudra avoir des partenaires commerciaux privilégiés avec lesquels commercer et qui seraient sans doute, eux, tout à fait ravis d'avoir un petit pied-à-terre en Europe avec éventuellement, comme tu le disais bien Laurent, le port d'Anvers qui est quand même un grand port international très actif et très important. C'est simplement, il s'agit ici d'un partenariat commercial qui n'a rien à voir avec les dictats de notre appartenance à l'Europe. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est non contraignant et ça correspond au projet que nous portons et qui est visionnaire. Voilà, je te laisse Laurent. Nous devons pouvoir changer de partenaire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans l'axe du mal. Nous sommes dans l'axe du mal parce que nous sommes alliés avec la seule puissance qui a utilisé l'arme atomique contre des populations civiles. Et on fait croire à la population que nous sommes l'axe du bien.
Et moi, je veux sortir de ce mensonge. Nous ne faisons pas partie de l'axe du bien, nous faisons partie de l'axe du mal. Les États-Unis ont profité de l'OTAN pour installer des bases dans presque l'intégralité des pays européens, menaçant ainsi notre allié normalement naturel, qu'est la Russie. La Russie est un pays européen. Or, aujourd'hui, à cause de l'OTAN, la situation est que notre allié européen est finalement devenu notre ennemi à cause de l'OTAN et à cause de notre relation avec les États-Unis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, je pense sincèrement qu'il ne faut pas que la Belgique reste seule au niveau international. Ce serait assez suicidaire, même si elle pourrait déclarer une certaine neutralité, ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas d'adopter une certaine neutralité tout en rejoignant les BRICS, puisque les BRICS ne sont absolument pas contraignants et n'imposent aucune harmonie, mais c'est vrai qu'en termes énergétiques, nous aurions beaucoup d'avantages si nous pouvions travailler avec la Russie ou avec l'Algérie, plutôt que de devoir travailler avec nos pseudo-partenaires français et allemands qui nous fournissent de l'électricité, mais à un prix exorbitant. L'électricité ou le gaz que nous pourrions obtenir de Russie ou d'Algérie nous coûterait beaucoup moins cher. Et quand on est un responsable politique, on doit prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de la population que l'on représente. Et clairement, les intérêts de la population, c'est d'aller dans cette voie-là. Et c'est pour ça qu'on voudrait y réfléchir, s'engager dans une collaboration, et pourquoi pas aussi en termes de protection militaire. On a vu dernièrement un déploiement d'exercices militaires au sein des BRICS, où certains membres ont participé, d'autres n'ont pas participé. C'est cette liberté et cette flexibilité qui me plaît et qui n'existe pas au niveau européen, où tout nous est dicté. Alors, justement, concernant les affaires étrangères, j'aimerais avoir votre regard à tous les deux sur ce qui s'est passé au Venezuela en début d'année avec l'intervention de Trump et la capture de Nicolas Maduro, sachant que la question du Groenland, maintenant qu'il y a l'affaire Epstein, on a mis un peu tous les autres sujets de côté, en tout cas en France, mais un peu ailleurs. Quid de l'impérialisme américain? Parce que ce qui est clair dans votre programme, c'est que vous combattez Israël, ça c'est clair. Que l'on adhère ou pas, mais au moins il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais concernant les États-Unis, parce que vous vous sentez, j'allais dire, proche des BRICS, donc de la coalition Russie, Inde, Chine, etc. Mais concernant les États-Unis, quel est votre regard, sachant que on peut le dire, chez nous, en France, nous sommes une province américaine qui ne dit pas son nom depuis 1945. Notre culture est totalement américanisée, même notre langage est devenu américain, avec les anglicismes, et on parle de blockchain, on parle de smart contract, on parle même plus français. Mais justement, concernant les États-Unis, l'impact de Trump sur l'Union européenne et les ingérences aussi, hein, des uns et des autres, quelle est la position de la Belgique si, une fois arrivé en poste, vous deviez prendre une position et pas une posture vis-à-vis de Trump? Enfin, il sera peut-être plus au pouvoir d'ici là, mais en tout cas des États-Unis sur leur manière de vouloir gouverner le monde et d'être les gendarmes du monde. Je vais commencer, puis je laisserai Laurent continuer. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense que Trump fait les choses bien pour l'Amérique, et en ce sens, c'est son travail, c'est son rôle. Là où, donc, j'ai rien à voir avec l'économie des Américains, et donc ça ne me regarde pas. Mais par contre, là où il y a ingérence dans la gouvernance d'un autre pays, les pays sont souverains. Et donc, il n'est pas possible pour le mouvement Révolution de cautionner l'ingérence internationale dans la politique intérieure de quelque pays que ce soit. Voilà, je te laisse. Depuis toujours, les États-Unis ont défendu leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils ont soutenu Hitler à un certain moment. C'est pour ça qu'ensuite ils sont arrivés en sauveur en Europe. C'est pour ça qu'ensuite ils se sont installés en Europe, qu'ils nous ont colonisés, mais c'est une colonisation qui ne dit pas son nom. Exactement. Et que finalement l'Europe s'est américanisée. Aujourd'hui, l'empire américain n'est plus un empire. Il est totalement dépassé par des empires émergents, la Chine, la Russie, d'autres pays aussi asiatiques, hein, Indonésie, Pakistan, Singapour aussi. Et forcément, aujourd'hui, si les États-Unis interviennent au Venezuela, c'est pour conserver un poids et une importance en mettant la main sur la plus grande quantité et réserve de pétrole
du continent américain. C'est exclusivement pour ça. Alors, il faut bien distinguer l'Amérique et Trump. Il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que je n'assimile pas Trump à tous les méfaits des États-Unis. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Mais je ne peux pas accepter, par exemple, que l'on envahisse ou qu'on enlève un président légitimement élu, démocratiquement élu comme Maduro. Je ne peux pas non plus accepter qu'on menace un régime comme le régime iranien, qui n'a jamais menacé qui que ce soit, si ce n'est Israël, mais qui n'a jamais menacé qui que ce soit, qui n'a jamais envahi un autre pays, qui n'a jamais fait la guerre à un autre pays. L'ingérence internationale, elle est insupportable, surtout lorsqu'elle cache finalement des manipulations de pognon, des arrangements pour l'argent, tout simplement. Notamment le pétrodollar. On en est là. Et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec des pays qui détiennent la bombe atomique et qui empêchent d'autres d'en avoir. Disons que la question sur le Venezuela est assez révélatrice parce que autant beaucoup considèrent Trump comme un héros d'avoir fait ce qu'il a fait, autant si Poutine avait capturé Zelensky, je ne pense pas que comment dire, les visions auraient été les mêmes. Et donc on a l'impression que finalement il y a une forme de géométrie variable. Là, c'est encore le regard du citoyen, voire de l'éditorialiste, si je puis dire. Mais Et qu'est-ce on qu'on voit aurait que dit si Poutine avait enlevé Maduro? si Poutine avait enlevé Maduro, Qu'est-ce que les gens auraient pensé? bah, que Poutine était Hitler. Je pense, hein. Et qui En tout voulait cas, mettre s'il la avait main sur enlevé les Zé déjà pétrodollars. déjà que Poutine ait attaqué l'Ukraine, déjà on le considère comme le plus grand, méchant de l'histoire que l'histoire ait jamais porté, alors que tout a commencé en 2014 avec le coup d'État du Maïdan et Anne-Laure Bonnel qui a été une des héroïnes en tant que reporter de guerre, avait déjà dénoncé comment dire? Le régime de Porochenko et de ce fait, on sait que des agents américains, français, que je ne citerai pas, mais dont certains ont leurs parents ou leurs proches à la télévision, voire même au journal de 20 heures, eh bien, ont conseillé des chefs d'État pour faire encore plus déstabiliser les choses, sachant que la CIA était derrière tout ça, comme d'habitude, hein. Si c'est pas la CIA, c'est le Mossad, parfois c'est les 2 à la fois et donc de ce fait, on voit bien que Poutine n'a fait que réagir, eh bien, aux pressions de l'OTAN, sachant que les chefs d'État eux-mêmes se sont piégés face à des hackers russes, c'est de notoriété publique, que ce soit, Merkel, que ce soit Hollande, que ce soit même, Christine Lagarde, en disant que tout avait été fait via les accords de Minsk pour ne pas les respecter, pour pousser la Russie à attaquer. Chose, faite et beaucoup considèrent aujourd'hui avec le recul, quand on sait un peu l'histoire, même Luc Ferry, qui est pas pourtant le plus complotiste qui soit, hein, mais Luc Ferry a même dit que en réalité, Poutine, à sa place, on aurait fait la même chose. Mais pour moi, ce qui se passe, là encore Oui. une fois, c'est le citoyen qui parle. Ce que Poutine a fait avec, l'Ukraine en 2022, c'est exactement ce que l'Allemagne a fait vis-à-vis du traité de Versailles, il y a un siècle. Le traité de Versailles, moi je l'ai fait j'ai fait la lecture audio du traité de Versailles, qui est faramineux à lire, et qui est, extrêmement complexe et technique. Le traité de Versailles, c'est le dépeçage en bonne et due forme de l'Allemagne jusque dans ses moindres détails. C'est-à-dire, c'est une autopsie à cœur ouvert de l'Allemagne. Et donc, quand on lit le testament politique d'Adolf Hitler, on constate que c'est pas Hitler qui a déclaré la guerre, c'est que Roosevelt, Eisenhower et toutes les coalitions européennes ont tout fait pour qu'Hitler pousse à la guerre. Et donc, Hitler ne voulait pas la guerre, il voulait trouver un consensus, mais ça lui a été refusé. Et donc, ils ont décidé de le pourrir et de pourrir l'Allemagne. Et je ne dis pas ça pour défendre Hitler, loin s'en faut, mais l'histoire fait que on a toujours tendance à mettre les méchants, mais pas au bon endroit. Qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Mais ça, vous connaissez par cœur. Vous parliez de manichéisme tout à l'heure. Compliqué, hein. La géopolitique, c'est extrêmement compliqué et ça, Bien sûr. loin d'être le clan des gentils, le clan des méchants, hein. Exactement. Exactement. Voilà. Voilà. Moi, pour Trump, Donc, je pense qu'il travaille très bien dans l'intérêt des États-Unis, qu'il fait ce qu'il doit faire pour sa population, mais nous ne sommes pas américains. bien Et sûr. donc, les solutions, nous devons les trouver nous-mêmes et nous ne devons certainement pas attendre de l'aide de Donald Trump ou de quelque Américain que ce soit par rapport à cela. Alors, j'aimerais aborder un dernier thème avant de se quitter. Euh,
C'est passionnant. Franchement, votre programme est très intéressant, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, mais en tout cas, il y a des idées qui sont assez atypiques, il faut le dire. Moi, il y a un thème qui me parle beaucoup plus que tous les autres, c'est l'éducation. On a évoqué l'éducation à la sexualité, on a évoqué un petit peu la pédocriminalité. Je voudrais qu'on évoque le harcèlement scolaire. Et là, c'est un petit peu l'ancienne victime qui parle, parce que je sais qu'en Belgique, il y a un taux de harcèlement à l'école qui est très important, même plus qu'en France. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous espérez, faire concernant, l'instruction à l'école déjà. En fait, ma question, elle est plurielle, donc je vais essayer de la synthétiser. Parce qu'en France, nous avons ce problème avec l'instruction en famille qui est menacée de disparition, alors que pendant le covid, il a explosé parce que l'école de la République et la fabrique des crétins, les gens n'en veulent plus, la plupart du temps. Ensuite, il y a, le développement des écoles Montessori, Steiner et cetera, des écoles dites alternatives. On a également des faits divers comme, depuis le début de cette année avec des suicides de jeunes de 13-14 ans, et ça, c'est mon combat premier depuis 15 ans. Donc en Belgique, j'imagine qu'il y a peu ou prou ces mêmes, problématiques. Donc que comptez-vous faire dans le cadre de l'éducation nationale? Si tout je ne sais pas s'il porte ce terme en Belgique, mais en tout cas en matière d'instruction et en matière d'éducation, comment, faire en sorte que les enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions à l'école? Déjà, la nouvelle répartition des richesses va automatiquement supprimer une partie des inégalités entre adultes et donc au sein des familles aussi. Nous n'aurons plus d'enfants qui vont à l'école en tongs, en plein hiver, qui n'ont pas à manger. Chaque parent aura la possibilité de nourrir dignement et d'habiller dignement ses enfants. C'est déjà pas mal. Alors, les richesses dégagées par la suppression de tous ces intermédiaires qui nous parasitent, eh bien, ces richesses dégagées peuvent être et doivent être réinjectées en partie dans la santé, en partie dans l'enseignement, en partie dans des vrais organes d'information, euh, tout ce qu'on appelle les services publics en fait. Et à ce moment-là, on aura la possibilité d'ouvrir le champ à faire intervenir d'autres personnes comme des éducateurs qui pourraient seconder les enseignants, plus de moyens dans les cours de récréation, plus de groupes d'animation, éventuellement des classes, pourquoi pas des classes d'improvisation où on mime des situations de harcèlement pour qu'il y ait une prise en conscience de ce que ça peut impacter. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment travaillé en profondeur parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on doit remettre en circulation cet argent qui est monopolisé pour pouvoir améliorer le bien-être de la population. Et rien n'empêchera, par ailleurs, grâce à la technologie blockchain, rien n'empêchera les parents de faire, ou les enseignants, de faire des propositions, de faire des demandes, de créer d'écrire de nouvelles propositions de loi avec l'aide de juristes qui seront à disposition pour améliorer les conditions de scolarité, d'accueil extrascolaire, etc. Alors, premièrement, déjà, c'est un point qui ne fait pas partie de notre programme. Pourquoi? Parce que c'est un point clairement qui doit être résolu par la population. Deuxièmement, si ce point ne fait pas partie du programme, je vais vous parler par rapport à mon vécu, puisque moi, j'ai été tabassé, harcelé à l'école et je préférais passer les récréations dans les toilettes plutôt que de me faire tabasser. Et tout ça se faisait dans les années 80, dans l'indifférence la plus totale. La seule réaction qu'on a eue quand je me suis retrouvé à l'hôpital avec le risque d'une opération au cerveau, c'est que la directrice de l'école a dit à ma maman qu'il fallait m'endurcir un peu et je devais sortir de ses jupes. Aujourd'hui, au moins les mentalités ont évolué, on n'en est plus là. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est ringardiser les enfants qui se comportent de telle manière et qui tabassent les autres. Et pour ça, je pense, il y a des solutions qui existent. Je pense à une personne que je connais qui est une artiste qui s'appelle Lisa Dan, qui est une artiste française de l'Est de la France,
qui a sorti une chanson qui s'appelle Be Strong et qui rend un hommage à tous les enfants qui sont harcelés à l'école. Et elle fait le tour des écoles, justement, pour sensibiliser sur le harcèlement et sur la violence. On n'a jamais eu ça à mon époque. Et je pense qu'il faut se mettre à la place de ceux qui sont des enfants qui tabassent les autres et qui se retrouvent en fait dans leur classe avec une artiste qui vient parler de ce harcèlement et qui les pointe entre guillemets du doigt et qui les ringardise. Eh bien, je pense que c'est une excellente leçon parce que finalement, ceux qui sont dans cet état de harcèlement, qui sont harcelés en permanence, eux, ils vont pouvoir s'ouvrir. Ils vont pouvoir parler, et c'est ce que fait très très bien Lisa Dan. Elle a un très bon contact avec les enfants. Et donc voilà, je pense que ce sont des artistes de ce type-là qu'il faut pouvoir aussi soutenir financièrement pour qu'ils puissent faire le tour de plus d'établissements scolaires possibles, parce que ça se termine toujours par un petit concert, ça se termine toujours par les paroles qui sont chantées et reprises par les classes. Et c'est la meilleure leçon. Quand on montre finalement que ce comportement il est nul et qu'il est indécent, je pense que ça fait travailler les esprits et que ça fait évoluer les enfants. Il y a une autre personne dont j'aimerais vous parler aussi qui, d'après, ce que j'ai entendu d'Idriss Aberkane, s'est exilée en Belgique justement parce qu'en France, elle n'a pas eu gain de cause. Il s'agit de Céline Alvarez. C'est cette personne, qui s'est fait connaître il y a quelques années parce qu'elle a mené une expérience dans une maternelle en zone d'éducation prioritaire et plan violence à Gennevilliers. Heu, Elle a respecté les lois naturelles de l'enfant et les résultats ont été exceptionnels. À la fin de la 2e année, tous les enfants de grande section et 90 de moyenne section étaient lecteurs et affichaient d'excellentes compétences en arithmétique. Des enfants de 3-4 ans savaient faire des multiplications, des divisions, des additions et des soustractions. Aujourd'hui, à 4 ans, j'en vois très peu qui savent en faire autant sans calculette, sans intelligence artificielle en plus, hein. Et donc, elle a mené cette expérience à Gennevilliers. Une inspection de l'éducation nationale est venue, lui a dit c'est très bien ce que vous faites, mais ce n'est pas ce que l'éducation nationale vous demande. Alors, soit vous arrêtez ce que vous faites là et vous suivez nos dogmes, soit vous quittez l'établissement. Donc, elle a quitté l'établissement et elle est partie. Apparemment, elle est en Belgique depuis quelques années. Et donc, de ce fait, c'est Céline Alvarez. Alors, j'ai pas réussi à la joindre parce que, en plus de Céline Alvarez, il y a beaucoup d'homonymes. Mais si un jour elle voit cette émission, elle est la bienvenue sur la chaîne pour nous expliquer ça. Parce qu'en fait, on est dans une époque où on doit revoir les fondements de l'école. C'est-à-dire que déjà, on a un problème. Et là, c'est le militant contre le harcèlement qui vous en parle. Déjà, l'éducation nationale, c'est un terme pervers qui existe depuis 1938. Mai 68, chez nous, a tout foutu en l'air. C'est-à-dire qu'on a une inversion des valeurs. Moi, je suis favorable au retour de l'instruction publique parce que l'école, telle que Marcel Pagnol l'a vécue au début du XXe siècle, c'était l'instruction et la transmission des connaissances. Exactement. Ensuite, pour avoir fait différentes émissions avec des professionnels de santé, etc., on se rend compte que c'est l'alimentation aussi qui fait beaucoup, et ça, je pense que Laurence me comprendra parfaitement là-dessus, parce que avec Vincent Reliquet, on a fait des émissions sur l'iode et on s'est rendu compte que le quotient intellectuel des enfants dans les années 1880 était 2 à 3 fois supérieur à celui des enfants actuels. Donc en fait, c'est tout un schéma global qu'il faut remettre en question, que ce soit l'alimentation, les méthodes d'enseignement, méthode syllabique, globale, etc., mais également l'éducation des parents et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre fratricide entre le milieu enseignant, le milieu des parents, parce qu'on revient toujours au même problème, la carrière, l'argent, le pouvoir, le chantage. Et durant le Covid, c'est pour ça que le Covid m'importe beaucoup d'en parler, parce que combien d'enseignants ont joué les petits caporaux pour avoir des primes et ont harcelé les enfants avec le port du masque, etc. Et depuis cette période, on n'a pas colmaté les brèches. En fait, on n'en est qu'au début déjà des constats, des bilans. 6 ans après, la guerre est toujours en cours. Que ce soit en France ou à l'étranger, on est toujours en guerre. Il n'y a pas eu d'armistice signé. Et en fait, aujourd'hui, il y a 2 générations qui sont plus touchées que les autres parce que la génération, on va dire, des 30, 50, 60 ans, même si elle a des difficultés, mais c'est peut-être moindre, ce sont les enfants et ce sont les seniors. On n'a pas le temps de tout développer, mais les EHPAD, et cetera, nous, on a connu le Rivotril en EHPAD et compagnie. Laurence connaît parfaitement la question, mais les enfants,
demain, ce seront de futurs Michel Drucker. C'est-à-dire que dès qu'ils auront un bobo, ils iront chez le médecin tous les 5 minutes parce qu'ils vont croire qu'ils vont mourir et en fait, on a créé la stratégie du choc, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a créé une psychose permanente et donc on doit rattraper le retard que les enfants ont eu durant le covid avec les enseignements à distance, avec le masque jusque-là où ils voyaient même pas leur prof parler, donc le retard neurologique. Certains n'ont jamais vu leur enseignant à visage découvert. Donc on a eu des choses, alors je ne sais pas si en Belgique ça s'est passé exactement de la même façon, Pareil. mais ce qui est assez, heu, important, c'est qu'en fait l'école là, elle est en train de se dissoudre et donc justement j'aimerais avoir votre regard, même si c'est au peuple de décider en Belgique, mais, est-ce que vous êtes favorable à l'instruction en famille et au fait que les parents puissent choisir leur mode d'instruction tel qu'ils le souhaitent? Évidemment, évidemment, l'école est le lieu de la transmission du savoir et là, à la maison, on éduque les enfants. Et dans notre projet, ça sera possible. Et dans notre projet, nous aurons des politiciens qui sont compétents pour décider de programmes dans l'intérêt des enfants et plus dans l'intérêt de servir ce traité. C'est le traité de Lisbonne qui a été signé en 2000 où on dit qu'il 2005. faut 10% de cadres supérieurs bien formés, bien formatés et 90% de gens incultes qui n'ont pas 500 mots de vocabulaire, qui seront euh, vite satisfaits d'une série Netflix, qui obéiront, qui seront interchangeables, qui seront en fait de la chair à canon, hein, parce que c'est ceux-là aussi qu'on va expédier sur le front ukrainien. Hein. Donc, il faut vraiment penser qu'on va changer de paradigme et que nous n'aurons plus des gouvernants malveillants, mais nous aurons des gens qu'on aura placés là qui peuvent être virés s'ils sont incompétents, qui peuvent aller en prison s'ils sont malhonnêtes et qui seront en poste par le peuple et pour le peuple. Oui, justement, tu as fait un petit lapsus, Laurence. Tu as dit qu'on Pardon. aurait des politiciens qui ne mettraient plus ces politiques en œuvre. Nous n'aurons plus de politiciens, nous aurons à la tête de l'enseignement quelqu'un qui s'y connaît vraiment en enseignement et qui sera donc désigné par la population. Voilà. Pour ce qui est de l'école à domicile, ma fille est lourdement handicapée et normalement, elle devrait suivre un enseignement spécialisé dans une école. Nous faisons l'enseignement à domicile, justement. Donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On s'est battu pour ça, tout simplement parce que, manque de moyens, l'école dans laquelle elle est inscrite ne permet pas d'avoir une prise en charge nécessaire des enfants. Les institutrices font leur maximum dans les conditions dans lesquelles elles doivent travailler. Ce sont des personnes extraordinaires qui travaillent avec très peu de moyens. Mais quand on est deux et qu'on doit s'occuper de 12 enfants qui sont totalement dépendants, évidemment, ça pose des difficultés. Donc, ça fait déjà quelques années, maintenant presque 10 ans, que nous avons mis en place l'enseignement à domicile. C'est quelque chose qu'il faut absolument conserver. Parce que, bon, ça me fait toujours penser à cette fameuse chanson de Sardou, les deux écoles. S'il doit ressembler à quelqu'un, mon enfant, autant que ce soit à moi. Je pense que c'est mieux que son enfant ressemble à soi-même, à qui on est en tant que parent, plutôt qu'il soit formaté par l'école et qu'on vienne lui bourrer le crâne avec tous les lobbies qui tournent autour de l'école aujourd'hui, les lobbies LGBT, pardon, je me trompe tout le temps, parce que pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ces lobbies-là, un enfant doit rester un enfant avant tout. Il faut essayer de le pousser en permanence. Moi, j'ai eu des professeurs extraordinaires. Je viens d'une famille dont les parents n'ont jamais été à l'université. Mes arrière-grands-parents étaient des mineurs de fond. Quand j'ai été à l'école, personne ne pouvait imaginer que j'allais mettre un pied à l'université un jour. Et on se contentait de peu, en fait. Mes parents ne me poussaient pas spécialement parce qu'eux-mêmes n'avaient pas fait d'études. Et j'ai eu des professeurs extraordinaires qui m'ont toujours dit « Tu es compétent, Laurent. Tu as du latin-grec. Va en latin-grec. Tu es capable de le faire. » Et moi, je me disais « Mais non, je ne suis pas capable de le faire. » Mais elle me disait « Si, vas-y, tu vas réussir. » Et finalement, j'ai fait du latin-grec durant l'ensemble de ma scolarité en secondaire. Et oui, il y a des profs, mais à l'époque,
Moi, je parle de profs qui n'existent plus aujourd'hui parce que j'ai Mais il y vu le en a encore, basculement. Laurent, mais ils Il y sont en a encore, il y en a découragés, ils encore. sont maltraités, mais il y en a Eh ben, encore. tant mieux. Et Il y en a encore. justement, c'est de redonner aussi leur titre de noblesse aux enseignants, parce que comme les médecins, d'ailleurs, il y a plein de médecins qui sont bienveillants, mais Bien sûr. leur formatage les empêche de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire que tout est infiltré par le pognon et par le mensonge, y compris les études de médecine, les livres, la littérature scientifique, etc. Mais partout, il y a des gens bien. Partout, il y a des gens qui croient en ce qu'ils font. Et partout, il y a des gens qui sont compétents. Et si on leur donne les moyens de fonctionner dans un environnement bienveillant, eh bien, tout le monde pourra déployer ses talents. Et les enfants seront les grands gagnants. Mais il faudra quand même détruire ce nivellement par le bas que l'on a mis en place, où on a Bien finalement, sûr. on trouve que l'excellence c'est une insulte, alors que non. Moi, si je n'avais pas eu des interrogations, des examens pour me dépasser, j'aurais jamais réussi à me dépasser. Et La aujourd'hui, valeur de sous prétexte l'effort. de ne pas frustrer certains enfants qui ne réussissent pas ou autres, on fait en sorte que finalement, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'examen et on laisse tout le monde passer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre Oui, mais enseignement. après, ils arrivent dans le monde du travail où c'est pas la même chanson, ils sont pas prêts. Parce que Exactement. on a une société qui est molle, qui leur donne des fausses l'illusion qu'on peut devenir milliardaire en étant youtubeur. Et à côté de ça, un monde du travail extrêmement maltraitant qui va les traiter comme Comme du comme bétail. un matériel jetable, quoi. Donc, mais bien sûr qu'il faut la valeur de l'effort et aussi cesser de faire un espèce de hit parade entre les professions intellectuelles et les professions manuelles. Nous avons besoin de tout le monde. Et il y a des électriciens qui sont géniaux et des ingénieurs qui sont bêtes à manger du foin. C'est comme ça. Des politiciens aussi. Des politiciens, j'ai pas voulu le dire, pas voulu le dire. Mais donc bien sûr, et en partant des potentiels de chacun, on n'est pas égaux, on n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes envies, les mêmes rêves, mais au moins on aura les mêmes moyens financiers. Écoutez, Laurence et Laurent, merci beaucoup pour cette émission passionnante sur le programme Révolution en Belgique. Donc là, on a mis la Belgique vraiment en lumière ce soir. J'en profite pour saluer tous les abonnés belges qui suivent la chaîne et les émissions. Donc merci à vous deux. Bon courage, bien sûr, pour la suite. Alors, ça vous laisse encore un peu de temps jusqu'en 2029, mais quand même, le temps de se faire connaître, de mettre en avant les idées, les programmes, etc. Donc déjà ce soir, eh bien, les auditeurs ont un aperçu de ce qui les attend si ils vous choisissent pour les prochaines élections. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission et à très vite. Bonne soirée. Merci beaucoup. N'ayons pas peur.